un des membres fondateurs des Journées de l'Architecture et également ancien directeur de cette école. Juste un mot pour présenter Maurizio. J'hésite entre dire que c'est le plus romain des architectes strasbourgeois ou le plus strasbourgeois des architectes romains. On en est presque à moitié-moitié maintenant. Et Maurizio a fait ses études d'architecture à Rome, pas n'importe où donc. Parce que la plus belle école d'architecture de Rome, c'est Rome soi-même, comme Strasbourg est la plus belle école d'architecture de Strasbourg, sans aucun doute. Et Maurizio a donc une première partie de sa vie, et pas à n'importe quelle période historique, sur le plan de l'étude d'architecture. Les études d'architecture à Rome, elles étaient marquées à l'époque par deux grandes caractéristiques. La première, c'est celle du mouvement général de la culture, mouvement des étudiants, des choses comme ça, et la présence dans le système d'enseignement de monstres plus ou moins sacrés, c'est-à-dire de gens qui avaient peu de doutes sur leur capacité à énoncer l'architecture. Donc c'était des grands professeurs dans un moment historique, et alors, ceci a donné des grands ouvrages d'architecture, alors qu'en France on était d'une pauvreté immense. Après une petite trentaine d'années, la vie privée et matrimoniale de Maurizio l'a conduit à venir à Strasbourg. Et j'ai fait partie des gens qui ont découvert Maurizio en même temps que lui découvrait Strasbourg. Ce qui fait qu'une vieille amitié nous lie. Et depuis il est venu à l'école d'architecture de Strasbourg pour faire le post-diplôme architecture et archéologie, dans lequel il s'est tout à fait illustré. Et depuis, ma foi, la vie est ainsi faite qu'il a pratiqué l'architecture dans un certain nombre de contextes assez différents à Strasbourg, avec toujours un coin de son cœur, comme moi, pour le design, mais pas uniquement. Il reste, comment dire... et puis depuis 3, 4 ans, 5 ans, il s'est mis à l'enseignement, ce qui n'est pas un drame, je crois, pour nos chères têtes blondes. Maurizio, c'est à toi. Alors, on va utiliser ces microphones. Donc, la conférence de ce soir, c'est une conférence qui est dans le cadre des Journées de l'Architecture. Les Journées de l'Architecture, c'est un programme, hein, comme Yves, c'est parmi les membres fondateurs de cet événement, qui sert principalement à faire connaître l'architecture au grand public, parce qu'il y a des personnes qui l'ont déjà la foi indéfectible, et c'est pas la peine de les convaincre. Il y a aussi, ceci, ça va être donc une parabole de qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg, parce que Strasbourg, comme on le verra, c'est une ville qui était assez marquée par la guerre. Yves m'a déjà présenté, donc je démarre tout de suite, parce qu'après, si quelqu'un a envie, on peut entamer un petit débat. Alors, la guerre à Strasbourg, elle a fait pas mal de dégâts. Elle a fait pas mal de dégâts parce que, à un moment donné, elle s'est trouvée sous la ligne de front, parce que c'était une ville qui était annexée complètement au Troisième Reich. Heureusement, les instances sont intervenues pour arrêter les bombardements. D'ailleurs, elle a été bombardée à la fin de la guerre. Et elle a subi directement dans les cœurs même de la ville, hein, ils n'ont pas que bombardé des sites industriels, ils ont bombardé directement les centres-villes de Strasbourg. Je vous montre quelques images, hein, de qu'est-ce qu'ils étaient les dégâts assez, je veux dire, conséquents de ces bombardements. J'ai mis la petite image à côté, et j'ai mis cette image des toits de Strasbourg parce que ce qui s'est passé aussi après la guerre, c'est qu'il y aura un changement aussi dans la façon, je veux dire, Strasbourg, c'est une ville qui a subi différentes influences. Les moments qu'il aura lieu de la reconstruction de Strasbourg, par exemple, certains types de chaînes aciers seront presque interdits parce qu'ils seront considérés
presque germaniques. Par exemple, celle-ci, hein, un lucarne avec cette forme ondulée qui s'appartient à un style, que c'est le style qu'il était introduit après 1870, il sera interdit. Par contre, les lucarnes, par exemple, dit Jacobin, ce sera les modèles qui va être standardisés. C'est pour cela que aussi l'image qu'on a aujourd'hui des toits de Strasbourg, elle va être différente, hein, parce qu'à fur et à mesure qu'on va reconstruire et refaire les toits, on va adopter ces styles de Chenassi. Ça, c'est un plan fait par la mairie tout de suite après la guerre, avec tous les endroits qui ont été bombardés au centre-ville de Strasbourg. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres endroits, on va s'occuper principalement du centre-ville. Donc vous pouvez voir, hein, nous, on est ici à côté de la gare, on est ici, nous, on est ici exactement dans cet angle, et c'est qu'il était bombardé, il était bombardé même à côté de la cathédrale, les longs du... jusqu'à côté de la place. Par exemple, ici, place de l'Homme de Fer, que ça deviendra... J'attends une seconde que... C'est pas grave. Alors, les bombardements, comme vous voyez dans cette image, ils touchent directement tout ce qu'il est les cœurs de la ville de Strasbourg. Il s'entamera tout de suite après la guerre une politique pour les centres-villes de Strasbourg qui va favoriser principalement, mais c'est les années, hein, une circulation par la voiture. Cela il permettra, par exemple, certains bâtiments ils ne seront pas reconstruits du tout et certains ils seront ceux qui étaient considérés pas en bon état et détruits. Cela il permettra donc de faire une percée du nord au sud pour les traversements en voiture de la ville, avec, on l'avait vu dans les images avant, hein, cette partie-là, c'est la partie de place de l'Homme de Fer. Et permettra donc de faire cette percée qu'elle était rêvée déjà dans Blondin. C'est un architecte qui, à la fin du XVIIe siècle, il avait essayé de donner un plan urbanistique de Strasbourg, et par exemple celui qu'il avait fait la place du marché Gaillot, que c'est par là, que c'est une place, les étudiants doivent la connaître, c'est une place rectangulaire, elle voulait être sous le style des places, de la place Royale, aujourd'hui ça s'appelle place des Vosges. Donc ça, il permet d'élargir donc les traversements pour arriver où? Pour arriver à la place Kléber. Et il permettra aussi d'avoir un trafic fluide le long des quais. Je veux dire, à fur et à mesure, mais pas simplement, hein, et on verra après carrément, ils essaieront toujours, jusqu'aux années 70-80, d'élargir les flous pour permettre l'accès aux voitures. Par exemple, après ça, on est à Place de l'Homme de Fer, carrément, clairement, les bâtiments qu'il est au centre, il n'appartient pas à cette période, mais on va reconstruire en essayant de garder un petit peu l'alignement des bâtiments tout autour de cette place. Donc il aura plusieurs politiques, hein. On verra après que certains monuments plus importants, ils vont être reconstruits entre guillemets à l'identique, comme l'ancienne douane, mais on le verra plus tard. Il permettra aussi, et ça on est tout au début, de construire, de faire donc cette grande percée, donc l'architecte principal c'est Sopkov, que c'est un architecte, son père il était déjà un peintre, sculpteur connu de la région, et de construire une tour en plein centre de Strasbourg.
et de permettre donc l'attraversement. Le but principal de ne pas avoir reconstruit, disons, en suivant la topographie ancienne, c'était principalement de percer, d'arriver à voir ces traversements de la ville. Certains autres monuments, comme l'ancienne douane, elle est ici. C'est ces bâtiments-là qui étaient touchés lourdement. Donc il sert à reconstruire, mais ça c'est l'image avant la guerre. Ça c'est l'image du bâtiment après les bombardements. Ça c'est l'image de l'ancienne douane autour des années 65-70 qu'on est en train d'être reconstruit. Elle est en train d'être reconstruite comment? Elle est en train d'être reconstruite en béton armé. Donc la structure de tous ces bâtiments, ce sera en béton armé. Je vous montre maintenant l'image du bâtiment aujourd'hui, hier. Donc c'est tout frais. Si vous voyez, il était reconstruit, mais selon une idée d'une pittoresque qui n'a aucun fondement historique. Pourquoi? Regardez l'image de comme il était les bâtiments avant. Si vous voyez, pour des exigences, même pour les bétons armés, pour faire passer les poteaux, on a déplacé les fenêtres. On a éliminé les pignons, que c'était caractéristique du Moyen-Âge. Et l'autre chose qu'elle est assez étrange, c'est cette uniformité avec cette toiture, que ce n'est pas la caractéristique des monuments, des édifices du Moyen-Âge, cette rigidité de la toiture, parce que tout simplement, elle est complètement en béton armé. Aussi, il faut savoir que dans ces années-là, les bétons armés, il était considéré, et encore quand je fais mes études, comme un matériau éternel. On sait aujourd'hui que les bétons armés, il est pas du tout un matériau éternel et qu'un jour on sera obligé à refaire tous les ponts des autoroutes, tous les autres ouvrages qui étaient faits jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est concernant donc certains monuments. C'est une interprétation, ce sera aussi, celle-ci, un programme commercial. Il sera prévu donc un restaurant qui est encore sur place et d'autres activités. Donc, la situation de Strasbourg à ce moment, mais ça, ce n'est pas les plus graves. Les plus graves, c'est la situation, donc, il existe 590 immeubles qui sont complètement démolis, 2000 qui sont endommagés, 7400 pas inutilisables. Et à cela, il va s'ajouter, par exemple, après, en 1951, les relogements. Il y aura 30 000 Allemands qui seront, qui partiront de la ville, parce que la ville, entre-temps, pendant la guerre, il avait eu toute une partie de l'administration allemande qui s'était établie à Strasbourg. Et il y aura, par exemple, en 1951, une partie de la population qui habitait à Kehl, français, qui reviendra sur Strasbourg. Donc, il a aussi l'industrialisation. C'est pas un cas particulier de Strasbourg de subir cette pression démographique. Donc, en 1951, en France, 84 000 logements sont construits par an. Par contre, en Allemagne, on construit dans la même période 450 000 logements. Ça pour montrer que, par exemple, vous avez tous entendu parler de l'abbé Pierre ou d'autres mouvements sociaux qui se sont produits dans ces années-là. La crise du logement en France, elle était énorme. Elle était énorme parce qu'elle était en plus aggravée par une forte immigration.
par une forte immigration parce que l'industrie, elle avait besoin d'ouvriers, elle avait besoin de main-d'œuvre. Donc, dans ces climats, il s'est mis en place tout de suite après la guerre un ministère qui s'appellera le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui a un pouvoir central. Pourquoi il a un pouvoir central? Parce que c'est la France elle-même, depuis toujours, qu'elle a un pouvoir central. Ce pouvoir central, il peut imposer des programmes. Il va imposer des programmes de relogement de cette population, dont à Strasbourg, les premiers, ce sera la cité Rotterdam. La cité Rotterdam, elle va être aussi un exemple pour d'autres cités. Aujourd'hui, les mots déjà cités, c'est un mot presque stéréotype. Ça donne l'idée des lieux, certaines fois dégradés aussi. Ça, c'est les premiers concours qui seraient faits donc par ces ministères, les ministères de la Reconstruction et de l'Urbanisme. À ces concours, il va participer aussi les Corbusier. Pour les non-architectes, les Corbusier, il était considéré, il est encore considéré comme, entre guillemets, un dieu de l'architecture. C'était autour des années 20-30 qu'il était mis en place toute une philosophie de l'habitat. Cette philosophie de l'habitat, il prévoyait donc d'avoir des espaces, des logements, dont la caractéristique principale, c'est pas tellement la façon de construire, mais c'est l'effet qu'il devait être en face de la lumière et de l'air, et positionné au centre des îlots. Donc ici, c'est les projets de Le Corbusier qu'il prévoit quoi? Il prévoit de construire 2 cités radieuses. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la cité radieuse. Ça, c'est la cité radieuse, l'original. C'est construit à Marseille. Elle a l'air jolie. En réalité, les Marseillais, ils l'appelaient la maison du Fado, du Fada, excusez, du Fado, du Fada. La maison du Fada et... Non, c'est Brié, ça. Hein? Ah, mais excusez-moi. Ça, c'est une cité radieuse, disons. Voilà. Et je me suis... mais l'image, c'est toujours la même. Hein. C'est une cité radieuse, c'est l'aspect, ce sera toujours le même. Ça veut dire avec une façade en béton armé. Et par contre, la couleur, elle est donnée toujours à l'intérieur du logement. Même toujours. Je vais dire qu'on n'aura jamais, dans ces années-là, des programmes des couleurs de la façade. Le Corbusier lui-même, hein, Le Corbusier lui-même, oui, c'est vrai qu'il a pas mal de... alors, les cités radieuses sont... Donc, c'est cette invention de Le Corbusier, mais Le Corbusier même, hein, il ne donnera jamais des renseignements concernant la couleur, hormis la couleur blanche, parce qu'elle doit être une couleur fonctionnelle, concernant des couleurs à l'extérieur des bâtiments. Il fera un cahier, un nuancier des tendances, des couleurs, mais cette nuancier, ça servira principalement, il l'appelle un nuancier d'ambiance. Donc la couleur, c'est toujours quelque chose qu'elle est réservée à la sphère privée. La sphère publique, en réalité, c'est quelque chose qui doit être à l'extérieur. Les autres programmes aussi, ils feront référence à ces dogmes, disons, de l'architecture moderne. Les concours, il sera gagné par Badois.
avec un plan qui respecte, grâce à c'est la ville qui décide qu'il soit Baudouin à gagner les concours, grâce à un plan qui va respecter l'alignement imparti de rue. Il n'empêche qu'il respecte les faits qu'il soit en face de la lumière et du soleil. Ça, je vous le montre, c'est merci à Google Maps, comme toujours. Ils sont ces bâtiments ici. Hein. Donc, disons que les plans de la ville, il est sur la façade, au moins sur la rue de Bruxelles et sous cette rue, ils sont respectés. Ça, c'est les façades des bâtiments, ça a l'air assez joli. Il a quelque chose qui est un peu plus, disons précieux, que c'est cet revêtement en briques jaune et rouge, que c'est pas forcément très caractéristique de la région. Il reste quand même, c'est assez joli de voir comme ça. Il y a des éléments, par exemple, les garde-décors en plexiglas, hein, qui seront caractéristiques de cette époque, de cette standardisation. Donc, l'aspect, il peut sembler intéressant. Ça, c'est une entrée des immeubles, avec même des éléments des décors en carrelage et de la brique de verre. La réalité, ça, c'est un élément de ces coursives que ça sert à distribuer les logements. Maintenant, aujourd'hui, je crois, on sait, aujourd'hui, on va vers un autre type d'architecture. Ces bâtiments, ils pourront plus respecter les nouvelles normatives en termes thermiques. Hein. Bonjour, les ponts thermiques ici. Les dalles sont directement ancrées à la structure. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne pourra plus construire de la même façon. Derrière ces cadres idylliaques, il y a par contre la hauteur des logements qui donne un aspect qui est un peu monumental. Il y a 3 bâtiments qui ont des coursives, les autres ils n'auront pas des coursives. Et ça, dans tous les cas, c'est l'aspect vers la ville. Hein. Ces bâtiments, il a 12, 13 étages, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 étages. Les autres, c'est ces bâtiments que vous voyez ici arrière. Donc on voit que clairement, dans ces années-là, les rêves, c'est la standardisation. Il faut tout standardiser, il faut tout projeter à l'avance, il faut que tous les éléments puissent se monter comme une espèce de Lego. Si on considère que ces programmes, c'est un programme pour 800 logements, que c'était considéré à l'époque déjà comme énorme, ce ne sera rien face à ce qu'on aura dans les programmes qu'on aura après des autres cités qui arriveront à des programmes de 10 000 logements. Donc, si vous voulez, c'est un minuscule programme des cités. Et d'ailleurs, il ne marche pas aussi mal parce qu'il reste quand même assez central. Les autres programmes des cités, ils n'auront pas la même chance parce qu'ils seront situés bien au dehors du centre-ville. Ces programmes, voilà. Il a, à Strasbourg, j'oublie quelques images de la standardisation des façades, mais peut-être j'aurai l'occasion de les montrer après. Ce sont des panneaux préfabriqués. Hein. Tous les éléments ils sont en béton, préfabriqués. L'aspect, disons qu'il a une certaine résistance aux intempéries, c'est parce que il y a des petites briques dans les bétons, comme surface.
Ça, c'est un autre programme, c'est Haute-Pierre. Je ne vous montrerai pas des programmes, des photos de Haute-Pierre parce qu'ils vont respecter plus ou moins les mêmes règles. Ici, c'est aussi Cronenbourg, un autre programme. Donc, les problèmes, par exemple, de Haute-Pierre, ce sera principalement ce système à nid d'abeilles. Il aurait dû faciliter les connexions et la circulation. En réalité, ça ne marchera pas trop, parce qu'en effet, on est toujours un peu perdu. Il faut savoir aussi que l'échec principal de ces programmes, c'est dû au fait qu'il avait dans les idées de l'architecture moderne, de Le Corbusier et des autres, qu'il fallait répartir la ville par fonction. Donc il avait une partie de la ville qui aurait dû être destinée qu'à l'habitation, une partie à l'industrie. C'est pour cela qu'on a ces programmes dans les villes. Ça non plus, il est en train d'être remis en cause parce qu'il a toujours des problèmes après des trafics et il a des problèmes aussi des services. Ça, c'est un autre programme, c'est différent comme programme, c'est beaucoup plus à échelle humaine. C'est à côté de l'orangerie, déjà l'emplacement il est plus, disons, il est plus central et plus chic, même à l'intérieur de la ville. Boulevard de la Marne, ça n'empêche, c'est un programme, celle-ci, la chose à remarquer, c'est pour cela que c'est plus de qualité, dont il y a un accès à la propriété, et ce sont des logements privés pour la plupart. Et il est quand même plus soigné. N'empêche qu'il a toujours cette standardisation de tous les éléments, qu'il s'agisse des garde-corps, des façades, même les allèges des fenêtres, qui peut sembler de la pierre, en effet, c'est du béton. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Ce sont des éléments coulés. C'est un exemple de l'entrée de l'immeuble. J'ai mis cette image parce que c'est le même architecte hein, qui l'a fait, R. Schmidt. Donc Strasbourg, il va avoir aussi un programme, mais les programmes principaux, on les verra après. Il va avoir l'importance pour le fait de mettre en place des écoles dans la ville. J'ai mis ces programmes parce qu'il a aussi donc un bas-relief de Jonot, qui c'est un sculpteur connu dans cette époque, qu'il a fait à Paris les bas-reliefs du palais de Tokyo. Il ressent quand même d'un certain style art déco. Le programme principal, ce sera donc l'université de Strasbourg. L'université de Strasbourg, ce sera avec l'esplanade les plus gros programmes de la ville. C'est là il était rendu possible du fait que tous ces terrains ici, toute cette partie-là, étaient des terrains militaires qui appartenaient à la citadelle. Ici, il reste une pointe de qu'est-ce qui était la citadelle de Vauban, que Vauban il avait construit sous Louis XIV. Tous ces terrains ils seront libérés. Donc l'ambition de la ville, c'est de construire une université pour 20 000 habitants et pour 20 000 étudiants. Ici, c'est l'axe principal de l'université, qui c'est aussi l'axe principal de l'esplanade. J'ai entendu dire que cette université, elle n'était pas prévue pour Strasbourg. En effet, on est en pleine décolonisation. L'État, il voulait construire une grande université à Tizi Ouzou en Algérie, et après,
tout d'un coup, il y a eu ces programmes d'université à Strasbourg. Quoi qu'il en soit, il a un axe principal un peu étrange parce qu'il donne sur la place du foin, donc il ne respecte pas forcément ce qui sont les règles de l'architecture d'État française. L'architecture française, il veut un grand boulevard avec quelque chose. Il ne respecte même pas ce qu'il était ici. Est-ce qu'il y a... c'est qu'il était l'ancienne université de Strasbourg avec les palais Durand et les palais universitaires d'en face. Donc, on va continuer et on est face à ces programmes d'université et des logements. C'est là, ça c'est les bâtiments, celle-ci que vous avez vu avant, hein. Cette université devait être la vitrine pour cette nouvelle Strasbourg libérée. Donc c'est la fac des droits, la photo elle était prise cet été, le mois de juin. Elle est en reconstruction et les couleurs, c'est clair qu'ils veulent reprendre les couleurs de la République. Après, on aura l'occasion de discuter parce que je suis sûr qu'il y aura des personnes. Ça, c'est une façade. Les systèmes restent les mêmes, hein. La standardisation, c'est une caractéristique principale jusqu'aux années 80. À côté, il y avait un autre bâtiment, aussi pour montrer la tour des chimies, et c'est celle-ci, vous la voyez ici, qui malheureusement, j'avais connu une personne qui avait assisté à la construction de la tour des chimies. La tour des chimies, elle n'était pas telle qu'elle est maintenant, mais elle était brillante, elle était complètement brillante, avec l'Institut de chimie devant, qu'il était aussi brillant, simplement que l'effet que l'industrie chimique, qu'elle était à côté, au port Durand, il a oxydé immédiatement tout ce qui était les panneaux des façades. En effet, il faut la voir un peu comme une aile d'une concorde. Elle était complètement brillante et elle devait voilà, donner cette image d'aile d'avion dans la ville. Ça ne marchera pas tout de suite après, quelques années après, il sera déjà complètement oxydé, aussi bien que l'Institut de chimie. Je ne vais pas vous montrer tous les bâtiments du campus de l'Esplanade parce que il y a eu tous les courants architecturaux de ces années-là qui ont eu place dans ces campus. Je voulais vous montrer simplement cette façade de l'Institut Lebel, que c'est en céramique, mais en effet, toujours, c'est les seuls éléments des décors. Tout le reste, ils resteront des façades assez rigides, je ne sais pas quel terme utiliser. Ça, c'est un détail aussi de ce qu'il était vraiment. Ce sont ces petits éléments de céramique, hein, ces pavés de verre, ces petites mosaïques, qui seront toujours les éléments des décors pour les grands pignons qui resteront aveugles dans toute cette période. Je vous montre ces bâtiments parce que je l'aime bien, c'est à côté de l'orangerie. Et ces bâtiments, il a la caractéristique, toujours, hein, de l'élément de préfabrication, ça on l'a déjà vu, tous les balcons, tous les clôtures, ils sont faits avec ces éléments, ils sont reproduits à 1 million d'exemplaires, ils sont utilisés aussi bien dans l'architecture publique que dans l'architecture privée. Il y a une mosaïque, je ne sais pas, et ça, ce sont les seuls éléments de décor, on peut les trouver aussi à l'esplanade qu'on a sous ces bâtiments. Voilà, ça c'est un détail de ce mosaïque qu'on peut trouver quelquefois aussi à l'esplanade.
Ça, c'est une avenue du Général de Gaulle. C'est l'ensemble. Disons que les bâtiments qui donnent directement sous cet axe principal d'avenue du Général de Gaulle, hein, que vous avez vu avant, c'est cet axe principal ici. C'est l'axe principal qui continue. Il traverse la fac des droits, il continue et paf, il tombe sous les restaurants grecs. Bon. C'est comme ça. Hein, c'est un petit détail qui s'est échappé d'un map. Sûrement, il avait d'autres raisons hein, urbanistiques. Hein? Donc, je ne vais pas m'arrêter sur tous les bâtiments de l'esplanade parce que, disons que l'esplanade, l'urbanisation de l'esplanade, rue de Stockholm, rue d'Oslo, ça c'est un détail des entrées, toujours de la céramique. Les entrées sont assez jolies. Hein. Les personnes qui habitent à l'esplanade, ils aiment bien leur quartier. Parce qu'après, la qualité, disons, de ces quartiers, ce sont les espaces verts. C'est aussi une cité, l'esplanade. Ben, dans ces cas de figure, vu que les espaces verts, ils sont payés directement par les propriétaires, la qualité, c'est de bonne qualité. Ce qui ne se passera pas dans les cités qui seront construites et qui feront partie des HLM. Donc, on n'aura pas cette qualité des espaces verts. La réqualification de ces ensembles, c'est en cours aujourd'hui. Mais dans les cas de l'esplanade, par contre, les personnes l'aiment bien parce que justement, il marche bien. Les logements sont des logements rationnels, donc ils marchent bien. Il y a des problèmes des réseaux, mais ça, ils sont quand même passés quelques années. Tous les céramiques qui, par contre, ils font partie des revêtements des bâtiments de l'esplanade, ils sont en train de disparaître parce que c'est trop cher, c'est ça, un revêtement typique de l'esplanade. Ils sont en train de disparaître. Vous pouvez, ces photos, ça c'est un des derniers, parce que c'est trop cher leur remplacement. Donc, on est en train de donner des peintures, tout simplement. Toujours avec plus ou moins les mêmes tonalités. Hein. C'est clair que l'esplanade, il a aussi un lieu de culte. Il a été construit, cette église, mais comme vous pouvez voir, les influences, ils peuvent être, ils sont maintenant internationaux de ces bâtiments. Disons que l'esplanade, la partie urbanistique de l'esplanade, elle s'est achevée avec les trams. Elle était toujours restée pas inachevée parce qu'après il avait les ponts, les viaducs Churchill qu'elle était rasée. Maintenant toute cette partie, elle s'est, disons urbanistiquement, c'est terminé finalement. C'est ça qui donne l'unité à la ville. Ici, la ville, elle a aussi d'autres bâtiments, bien sûr. Ici, c'est les sièges de France 3. Pas très intéressant comme bâtiment en lui-même. Bon, on discutera après. Les bâtiments en lui-même, j'ai dit, l'intérieur du bâtiment, ce qu'il est intéressant, c'est cette vitrine vers la ville. En effet, je parle là un plan de Strasbourg, mais la place de Bordeaux, comme par exemple la place de la Bourse, c'est une des deux places qui étaient restées inachevées de l'urbanisme de la période allemande, de 1870. Donc, la place de Bordeaux, par exemple, elle a des façades, mais la façade vers l'hôtel Hilton et vers, sur la droite, vous avez France 3, c'était terminé après. Et donc, il a un autre type d'urbanisme, et donc il manque des façades. La partie importante, c'est cette mosaïque qui vient d'être restaurée parce qu'il souffre beaucoup des changements climatiques et
Il était fait par l'URSSAF. Entre-temps, en centre-ville, on continue à arrondir les angles et on continue avec cette architecture rationnelle, je ne sais pas, cette architecture fonctionnelle et préfabriquée. Je ne sais pas par contre les noms de l'architecte de ces petits bâtiments. C'est des commerces, toujours les mêmes politiques, hein, commerce au rez-de-chaussée, logement, voire attic à l'étage supérieur parce que ça se vend plus cher. Quand cela est possible. Au haut des bâtiments de bureaux, donc la caractéristique aussi c'est aussi ces façades de rideaux. C'est des façades, donc la structure elle est indépendante de la façade elle est collée sur la structure, elle est bien sûr préfabriquée. Un autre ensemble assez important de ces années, la chose importante de cet ensemble, mais il faut aussi dire que Strasbourg, alors Strasbourg, en période allemande, c'est une ville qu'on avait rêvé qu'elle allait devenir une ville d'1 million d'habitants. Il aurait été le cas, elle était déjà la capitale d'un land, il ne deviendra jamais une ville d'1 million d'habitants. Tout de suite après la guerre, avec l'industrialisation, on rêve que la ville elle devient une ville de 700 000 habitants. On n'est pas encore là. Donc, on a aussi construit tout un système d'autoroutes autour de Strasbourg qui bloque d'une certaine côté l'expansion de la ville, qui l'ont bloqué, ou ils l'ont déterminé dans tous les cas, les développements de la ville. Ici, c'est important parce que vu la taille, hein, c'est Parc de France, c'est sur la place des Bordeaux. Comme je vous avais dit avant, la place des Bordeaux, c'est l'une des... Hein, c'est la place des... Place de la Bourse, excusez-moi. On est à Place de la Bourse, avant on était à Place des Bordeaux avec ces bâtiments. On est à Place de la Bourse. La place de la Bourse, ça fait partie avec la place des Bordeaux de un des deux places qui n'ont jamais été terminées dans la période allemande. Il reste des espaces vides. La caractéristique de cet ensemble, que c'est aussi un modèle pour ces années-là, c'est que tous les blocs, donc il y a un socle destiné au commerce, c'est encore le cas aujourd'hui, avec des bureaux qui commencent à se vider, et des logements. C'est surtout la taille. Tous ces éléments sont des éléments préfabriqués. Ça, une autre vue peut-être plus jolie. Il resteront toujours les commerces au rez-de-chaussée, bureaux et logements. Je n'ai pas montré les sièges de la CUS, hein, que c'était aussi, ça date de ces périodes. Mais disons que la place de l'Étoile, qui fait face à Place de la Bourse, elle est restée quand même comme un terrain vague jusqu'à aujourd'hui. L'urbanisation, elle est visible qu'aujourd'hui avec tous les autres bâtiments comme la Cité de la Musique. En centre-ville, se passe la même chose. Il y a eu les bombardements, il y a eu aussi des bâtiments, on est en 1944, il y avait une synagogue, la synagogue, elle était brûlée, elle n'était pas complètement brûlée, hein. Ce qu'elle avait brûlé, c'était simplement la toiture, mais bon, c'était l'excuse pour la raser. C'est donc tout cet espace là devant, qu'on va avoir libre, ce n'est pas des bombes, non, donc, mais ça n'empêche pas que ça suit la même logique. Il y a un accord avec la communauté hébraïque de céder ces terrains pour des fins commerciaux. Ils vont reconstruire une nouvelle synagogue, plus loin, moderne. Et tout cet espace, vu l'importance, il va devenir très intéressant pour les investisseurs privés. Ça,
c'était l'ancienne gare de Strasbourg, déjà transformée en marché, qu'on va démolir. La tour de la Caisse d'épargne, ça date de 1972, elle est déjà là. La photo, c'est de 1974. Donc, on continue toujours avec la même politique. Donc, on va construire quoi? Même logique, un socle très dense au rez-de-chaussée, les centres des Halles, des hôtels et des commerces. C'est un peu la même logique, 5 fois plus grand que Porte de France. On va construire des gratte-ciels. J'avais mis celle-ci parce qu'à partir de ce moment, il y aura un autre organisme très important, la CERS, qui va s'occuper de tous les grands aménagements de la ville de Strasbourg, et principalement de tout ce qui vont être, parce qu'il commence une vocation donc européenne de la ville de Strasbourg, de tout ce qui vont être les grands chantiers du Parlement européen. Ça, c'est un exemple de standardisation de la façade. Hein. Ça, c'est l'hôtel Ibis, je pense appeler toujours hôtel Ibis. On a aussi des grands moyens, on a des grues, on a des gros moyens de construction. Ça, c'est une partie de ce socle. Ce sont des éléments en béton armé qui sont montés sur place, préfabriqués ailleurs et montés. Aussi en centre-ville, il n'y a pas que des bombardements, il existe encore quelques petites industries qui seront l'excuse d'être l'excuse. Ils ne marcheront plus, ce n'est pas forcément des bâtiments de qualité, c'est la chocolaterie Châle, qu'elle est ici, rue des Moulins, pour s'entendre maintenant, à la Petite France. La photo, ça date sûrement des années 70. C'est une photo colorée, hein. Ce n'est pas des vraies couleurs de Strasbourg. On n'a pas des toits violets, au moins, de ces couleurs-là. Il faut savoir que Strasbourg, ça c'est l'îlot Saint-Guillaume. Strasbourg, c'est une ville qui a été délaissée. Les habitants de Strasbourg, ils avaient les rêves d'aller habiter dans des quartiers où on pouvait garer la voiture, comme l'Esplanade, où on pouvait laisser la voiture tranquille. Donc, tous les centres-villes, entre-temps, ils s'étaient lourdement dégradés. Tous les centres-villes, disons, tous les centres-villes. Des parties centrales du centre-ville, comme la Courtenay. Et la Courtenay, c'est là qu'il aura les plus, disons, des démolitions après la guerre, hein, les plus de bâtiments qui seront reconstruits. L'effet d'avoir cette dégradation, il permet la démolition et la reconstruction du bâtiment au îlot entier. On ne regardera pas tous les îlots. On retourne avec l'image précédente. L'image précédente, la chocolaterie Châle, celle-ci, qui sera démolie. Et à la place, on va construire donc un ensemble qui, par contre, il est destiné principalement à ce qu'il sera la population de ces années-là. La population de ces années-là, les habitants, ils vont habiter donc c'est principalement une population d'étudiants ou des familles n'ayant pas des enfants ou des personnes qui veulent habiter en centre-ville. Il reprend un petit peu une architecture vernaculaire. Par exemple, là, c'est le rappel des oriels. Hein. L'oriel, c'est un élément typique que vous pouvez trouver dans tous les... typique aussi de Strasbourg, dans toute l'architecture du Moyen-Âge à Strasbourg. Ça, c'est une vue des cours intérieures de la part des rues des Moulins.
Ça, c'est une image toujours rue des Moulins, comme elle était anciennement. Et ça, c'est tel qu'il était reconstruit. C'est Ekele, c'est le nom de l'architecte que je trouve que quand même il a su respecter. C'était toujours un compromis avec les services de la ville qui devenaient de plus en plus sensibles à respecter un cadre de vie. Quand même, dans l'îlot central de la ville, on n'a jamais essayé. Bon, oui, il a eu tout de suite après la guerre, mais après disons qu'il a eu une sensibilité de ne pas trop changer quelque chose que c'était important au niveau aussi touristique. Donc il garde quand même un niveau, ça c'est l'image avant, après, vernaculaire de cet espace. Ça c'est les pignons, il a un oriel, il a des petits balcons, et ça réfléchit aussi ce qu'il était l'architecture de ces années-là. Hein. Ça, c'est la place Kléber. Donc, la place Kléber, c'est peut-être les plus gros, étranges cas de modernisation du centre-ville. Ça, c'est la Maison Rouge, qu'aujourd'hui, tout le monde y connaît comme Fnac. Les voitures, là, c'est ce qu'on avait vu avant. Hein. Ici, c'est la Grande Percée, qu'ils étaient arrivés... qui arrive à Place de l'Homme de Fer, qu'on était arrivé à faire tout de suite après la guerre. Et ces bâtiments, bon, lui aussi, il va être démoli et à la place, selon les chroniques de l'époque, apparemment, R. Schmitt, que c'était les chefs de projet, il a dû présenter 20 projets différents à la ville, 21. Avant que ces projets soient approuvés. Ça n'empêche qu'on peut en discuter après, il est quand même un peu... Il va être un mélange entre la modernité et la tradition, et je ne sais pas si les mélanges, on peut les considérer aboutis. Mais bon, avec les temps, on s'habitue aussi, hein, on n'a pas forcément toujours envie... Ça, ce sont des autres images. Mais je pense que ça n'empêche que, voilà, ça je l'ai mis après, mais c'est pour dire que la politique de la ville, elle continue toujours. Hein, la politique, elle continuera jusqu'aux années 80. Là, c'était concernant l'îlot, ça concerne l'îlot Saint-Guillaume, à la Côte-Non. Donc, c'est l'élargissement du goulot Saint-Guillaume. Je vous le lis parce que c'est intéressant. La démolition des immeubles 44, 45, quai des Batelets est absolument nécessaire pour permettre de porter la chaussée à 13 mètres de largeur, avec d'une part de l'autre des trottoirs de 3 mètres, confortables. Ainsi que concerne, et ça on parle d'à côté de la rue des Zurich, hein, et ce qui concerne l'immeuble 1 des rues des Zurich, il pourrait être maintenu dans l'immédiat, bien qu'est frappé d'alignement. Je veux dire, il était déjà condamné. Les services de l'urbanisme et de la ville, ils avaient déjà désigné tous les bâtiments que de toute façon on pouvait démolir ou refaire. Il a aussi la réponse, mais c'est du service de l'urbanisme qui sont complètement d'accord. Donc la ville, elle était jusqu'aux années 80, hormis quelques immeubles protégés et reconstruits presque à l'identique, dictés par la voiture. C'est ça les résultats, hein, c'est toujours égalé. C'est pas trop mal les bâtiments, c'est bien, oui, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il avait après. C'est toujours une logique d'intérêt économique, de faire des logements sûrement plus grands, sûrement plus beaux, sûrement avec un attique qui peut être bien vendu, mais commercial. Je suis pas sûr que tous les bâtiments, ils devaient être démolis. Dans ces mêmes années-là, donc, on continue derrière la place de Bordeaux à construire la ville. Il devient des intérêts économiques, hein, commerciaux. Donc la ville, elle aura les sièges, comme on avait vu aussi pour les Halles, les sièges des grands centres financiers.
Et ça, je l'ai mis parce que c'est la même logique de gratte-ciel. Il n'a vraiment pas des vrais gratte-ciel à Strasbourg. Après, on les verra avec une image. Ça reste quand même des tailles toujours limitées face à d'autres villes. Mon rideau, façade en métal, vous pouvez les voir derrière les arbres. C'est derrière les palais des congrès et de la musique. Un des bâtiments que j'aime le plus de ces années-là, c'est, je prends des photos, malheureusement la rue elle est très étroite, c'est Philippi, c'est 1976, on commence à voir déjà une autre qualité dans les bâtiments. J'aime bien cet immeuble parce que, bon, hormis cette toiture en terrasse qui vont se réduire, il a d'autres exemples à côté aussi. La chose intéressante, c'est cette façade en métal, avec du garde-corps en métal, comme après d'autres architectes bien plus connus, ils ont, disons, utilisé les mêmes systèmes, avec une poutre, au moins une fausse poutre, qui soutient tous les bâtiments, l'ensemble du bâtiment. C'est quand même de l'habitat de qualité, hein, maintenant, hein. C'est pas de l'habitat social. On arrive donc aux années 80, dans lesquelles il commence à voir mais on ne parlera pas des grandes institutions européennes parce que ça, c'est tout à fait une autre politique de la ville. La ville, elle va avoir tout à fait une autre politique. Ils vont devenir quand même des bâtiments signaux, des bâtiments qui vont marquer des endroits précis. Ça suffit de regarder après les parlements. Et on commencera à voir donc cette architecture, disons, européenne. Ça, c'est ce que j'étais en train de dire après, hein, même les bâtiments, on aura besoin des bâtiments après, mais je m'arrête là, je m'arrête aux années 80, ça c'est bien après, bien sûr. Mais on commencera à penser la ville d'une autre façon, avec des bâtiments qui doivent donner un signe de la ville. Les bâtiments, celle-ci, il est en train de devenir rose, hein, par contre, il n'est plus aussi orange. Hein? Blanc, carrément au blanc. Et donc, penser que les couleurs puissent rester dans les temps, on n'est jamais sûr, malgré les promesses des commerçants. Ça, c'est un bâtiment assez récent, hein, donc on a une autre politique. Hein. Des couleurs qui avant auraient été peintes du tout amis par la ville, au possible par la ville. Je ne fais pas les noms des architectes. Les architectes ici connaissent tous les... non, je ne les fais pas les noms. Je voulais pas parce que ce n'est pas dans l'objet de de qu'est-ce que j'ai montré jusqu'à maintenant. Je veux dire là. À la fin, ça, ce sont des bâtiments qui sont en train d'être construits au port du Rhin pour voir aussi que ce qu'on construisait avant, maintenant, on a besoin des grandes surfaces d'isolants sous les façades avant. Hein. Je veux dire, on n'est plus possible d'avoir des bâtiments tels que vous avez vus jusqu'à maintenant. Ça, on construit aujourd'hui de toute une autre façon. Et je ne sais pas, ça c'est un autre voilà, exemple. Hein. Je pense qu'il y a aussi des problèmes encore qu'on maîtrise. Je veux dire, les nouvelles normes elles sont arrivées assez rapidement. Donc, il faut construire. La ville, jusqu'à maintenant, il semble la situation un peu s'est calmée, mais elle a manqué de logements jusqu'à quelques années. Il faut quand même relativiser tout. Hein. Je veux dire, Strasbourg reste une ville. Vous voyez ici l'immeuble de Place Kléber. Ici, ce sont les immeubles donc, de la place des Halles. Il reste quand même une ville où la présence de la cathédrale elle dépasse largement tout ce qu'on peut considérer comme grands immeubles de Strasbourg. Il reste quand même préservé, et c'est aussi la volonté et la politique de la ville. Je ne sais pas maintenant les nouveaux
gratte-ciel qui sont prévus, quelle hauteur ils ont, qu'est-ce qu'ils ont approuvé, peut-être les urbanistes, ils sont au courant. Donc là, ça s'arrête à mon petit parabole. Une parabole, c'est quelque chose dans la religion catholique qui veut expliquer avec un fin didactique qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là. Et à partir des années 80, on commencera avec une politique du verre, principalement en façade, des façades transparentes. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie. Et après, si vous voulez, on discute.